Mes parents ont vendu la Mustang de mon fils 96 000 $ et ont donné l'argent à mon frère. Une trahison. Mais quand mon grand-père a dit « la Mustang était », leurs visages ont pâli. Mes parents ont vendu la Mustang classique restaurée de mon fils, Simon, pour 96 000 $ et ont donné l'argent à mon frère, Théo, pour construire un terrain de sport dans le jardin pour ses enfants. Quand mon grand-père, Antoine, l'a découvert, il a dit que la Mustang était. Et les visages de mes parents sont instantanément devenus pâles. La clé était toujours accrochée au crochet près du lit de Simon. La voiture à laquelle elle appartenait n'était pas dans le garage de mon père. C'est ainsi que l'histoire commence. Pas avec des cris ou un appel téléphonique d'un avocat ou un coup à la porte. Elle commence avec un garçon de 16 ans debout dans un garage vide, tenant son téléphone dans une main et rien dans l'autre. Regardant un rectangle de béton propre entouré de taches d'huile où une Mustang Mach 1 de 1971 avait été garée pendant 6 mois. Il m'a appelé au travail. J'étais à mon bureau chez Lefebvre et Gru, en train de déposer un amendement de fiducie marquant une clause de bénéficiaire à la page 11 avec une languette jaune quand mon téléphone a vibré. La voix de Simon était régulière, comme elle le devient quand il essaie très fort de ne pas la laisser se briser. « Papa, la voiture est partie. Le garage de Papy Victor est vide. Le compartiment est propre. Quelqu'un l'a balayé. J'ai posé la languette. Que veux-tu dire par partie ? Je veux dire partie. La Mustang n'est pas là. La housse est pliée sur l'étagère. Les chandelles sont empilées dans le coin, mais la voiture est partie. Je lui ai dit d'aller à l'intérieur, de demander à son grand-père, et de me rappeler. Puis je suis resté à mon bureau pendant 2 longues minutes sans bouger, fixant la languette jaune collée à une clause sur le devoir fiduciaire. Et j'ai pensé à la dernière fois que j'avais vu cette voiture. C'était un dimanche de janvier. Simon et moi l'avions conduite du garage d'Antoine à celui de Victor, un trajet de 14 minutes à 40 km/h parce que la peinture avait 3 jours et que je ne voulais pas de gravillon. La Mach 1 de 1971 était bleu métallisé moyen avec un intérieur noir, un 351 Cleveland 4 corps, et une boussole chromée de rayures sur la porte côté conducteur qu'Antoine n'avait jamais réparé car il disait que cela lui rappelait le parking de la concession où il avait travaillé son premier jour. Antoine Mercier, mon grand-père, avait acheté cette voiture directement du showroom en octobre 1971 pour 3 400 $. Il avait accroché un porte-clés Oval Ford à sa boucle de ceinture le même après-midi et l'avait porté là pendant 41 ans jusqu'au jour où il l'a décroché, l'a mis dans la paume de Simon et a dit « C'est à toi maintenant. Prends soin de ce que ça démarre. » Simon avait 14 ans. Antoine avait 81 ans. La voiture n'avait pas roulé depuis 9 ans. Simon a regardé la clé, a regardé la voiture, a regardé Antoine, et a dit « On peut la réparer ?» Antoine s'est assis dans sa chaise pliante et a dit « C'est exactement ce que j'espérais que tu demanderais. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à Karma Déplié. Nous avons passé 2 ans à restaurer cette Mustang. Tous les samedis et la plupart des dimanches, Simon et moi allions au garage d'Antoine et travaillions. Nouvelle conduite de frein, nouveau système de carburant, carburateur révisé, siège retapissé en vinyle noir d'origine. Travail de carrosserie sur les 2 panneaux de custode où 30 ans de sel de déneigement avaient rongé le métal nu et une nouvelle peinture complète dans le bleu métallisé moyen d'origine. Antoine s'asseyait dans sa chaise pliante et nous disait quels boulons tourner et lesquels laisser tranquilles. Il nous racontait des histoires sur la voiture, sur le fait de la conduire à son mariage, sur la fois où l'alternateur est tombé en panne sur la route 7 et il a marché 5 km jusqu'à une station-service en chaussures de ville parce qu'il était en route pour un entretien d'embauche. Il récitait le numéro de série du moteur de mémoire, comme certaines personnes récitent des numéros de téléphone d'enfance. Il tendait des outils à Simon avant que Simon ne les demande parce qu'après 40 ans, ce moteur était toujours entre ses mains, même si ses mains ne pouvaient plus tenir la clé. Il y a un samedi d'octobre auquel je pense plus qu'à tout autre. Le carburateur était remonté et nous étions sur le point de démarrer le moteur pour la première fois depuis la reconstruction. Simon a tourné la clé. Le démarreur a râlé pendant 2 secondes, puis 3. Au 3e essai, le 351 Cleveland a démarré et le son de l'échappement a rempli le garage et fait vibrer les fenêtres et Antoine s'est penché en avant dans sa chaise pliante et a dit « Écoute ça ». Sa voix s'est brisée au 2e mot. Simon m'a regardé à travers le pare-brise, ses mains toujours sur le volant et ses yeux étaient humides et il souriait. Et je suis resté là avec une clé dynamométrique à la main. Et j'ai pensé,
c'est ce que l'on ressent quand 3 générations d'une famille sont dans la même pièce et que personne ne veut être ailleurs. La restauration a coûté 8200 $ en pièces et en carrosserie professionnelle. Une fois terminée, un expert indépendant a évalué la voiture à 96 000 $. Simon ne pouvait pas s'arrêter de toucher le capot. Il passait sa main sur la peinture et regardait Antoine, et Antoine hochait la tête comme un homme regardant quelqu'un recevoir un cadeau qu'il avait gardé un demi-siècle. La Mustang était titrée au nom de la fiducie familiale Antoine Mercier. Je le sais parce que j'ai rédigé moi-même l'amendement de fiducie à mon bureau chez Lefebvre et Gru il y a 3 ans. Antoine m'a demandé de faire 3 choses dans cet amendement. Ajouter la Mustang comme actif de fiducie désigné, avec Simon, nommé comme seul bénéficiaire du véhicule avec possession immédiate et usage bénéfique tandis que la fiducie conservait le titre légal jusqu'à ses 18 ans. Remplacer Victor comme fiduciaire successeur désigné et nommer l'avocat indépendant James Lefebvre, l'associé principal de mon cabinet, comme nouveau successeur. La fiducie originale avait nommé Victor comme fiduciaire successeur, ce qui signifiait qu'il prendrait le contrôle si Antoine devenait incapable ou mourait. Le rôle de successeur n'avait jamais été activé. Victor n'avait jamais servi de fiduciaire, n'avait jamais signé de documents de fiducie, n'avait jamais géré d'actifs de fiducie, mais il avait supposé, comme Victor suppose la plupart des choses, qu'il contrôlerait finalement ce qu'Antoine laisserait derrière lui. Antoine a changé cela il y a 3 ans parce que 10 ans plus tôt, il avait découvert que Victor avait détourné 4 000 $ du compte d'épargne-études de Théo. De l'argent qu'Antoine avait déposé et utilisé pour couvrir une dette de jeu dont il n'avait jamais reparlé. Antoine a remboursé l'argent discrètement et n'a jamais confronté Victor. Mais il ne lui a plus jamais fait confiance avec la fiducie. Victor et Gisèle ne savaient rien de tout cela. Ils ne savaient pas que la voiture était titrée à la fiducie. Ils ne savaient pas que Victor avait été remplacé comme fiduciaire successeur. Ils pensaient que la Mustang était la vieille voiture de papy Antoine qui avait été passée à Simon, comme les personnes âgées donnent des choses quand elles en ont marre. Et ils ont supposé que Victor contrôlerait finalement ce qu'Antoine laisserait derrière lui. En janvier, le toit de mon garage avait besoin d'être remplacé. J'ai demandé à Victor si je pouvais stocker la Mustang dans son garage détaché pendant quelques mois pendant que les travaux étaient faits. Il a dit oui. J'ai couvert la voiture, fermé le garage à clé et donné à Victor la clé de rechange du garage. La clé originale, celle avec le porte-clés ovale Ford, est restée accrochée au crochet près du lit de Simon. 6 semaines avant que Simon ne trouve le garage vide, Victor a appelé un collectionneur de voitures classiques nommé Vincent, qui avait publié une annonce de recherche dans un bulletin d'enchères local. Gisèle s'est occupée de la paperasse. Elle a demandé un duplicata de titre auprès du service des véhicules automobiles en utilisant une autorisation de fiduciaire falsifiée, signant le nom de James Lefebvre sur la section d'attribution de titre. Elle a joint une déclaration sous serment notariée affirmant faussement qu'elle agissait pour la fiducie et a utilisé mon adresse personnelle comme adresse de contact du vendeur. Vincent a viré 96 000 $ sur un compte que Gisèle avait faussement représenté comme le compte de règlement de la fiducie. Le compte était le compte courant joint de Victor et Gisèle. Victor a transféré la totalité du montant à mon frère Théo. Théo avait 36 ans. Il entraînait le basket-ball pour jeunes et avait 3 enfants qui pratiquaient des sports de voyage. Il demandait de l'argent à nos parents depuis 2 ans pour construire un terrain multisport dans son jardin, une surface de basket-ball et de pickleball pleine grandeur avec éclairage LED, drainage et un mur de soutènement. L'entrepreneur avait devisé 61 000 $. Théo a pris les 96 000 $, a payé l'entrepreneur et a mis les 35 000 $ restants sur son compte d'épargne personnelle. Victor et Gisèle ne savaient rien des 35 000 $. Ils croyaient que chaque dollar allait au terrain. Personne ne m'a rien dit. Personne n'a rien dit à Antoine. Personne n'a rien dit à Simon, qu'il a découvert un jeudi après-midi alors qu'il se rendait en vélo chez son grand-père Victor après l'école pour vérifier la pression des pneus, comme il le faisait toutes les 2 semaines. Parce qu'Antoine lui avait appris qu'une voiture que l'on aime est une voiture que l'on entretient même quand on ne la conduit pas. La porte du garage était déverrouillée. Elle n'était jamais déverrouillée. Simon l'a soulevée et s'est tenu dans l'ouverture. Le compartiment était vide. La housse de voiture était pliée proprement sur l'étagère métallique contre le mur du fond. Les chandelles étaient empilées dans le coin. Le bac de vidange d'huile était lavé et retourné. Tout était à sa place sauf la voiture. Simon est entré dans le compartiment et s'est tenu sur le béton. Il pouvait voir le contour des pneus et la poussière autour du rectangle propre.
Il pouvait sentir la plus légère trace d'échappement et de cire et le polish Meguiarès qu'il avait utilisé sur les garnitures chromées 2 semaines plus tôt. Le garage n'était pas en désordre. Il n'avait pas été fouillé. Il était propre comme une pièce et propre quand quelqu'un y a enlevé la chose la plus importante et a rangé après pour que personne ne pose de questions. Il m'a appelé au travail. Puis il m'a rappelé 20 minutes plus tard après être entré. Sa voix était différente maintenant. Non pas tremblante, mais plate. La platitude d'un jeune de 16 ans qui vient d'apprendre quelque chose sur sa famille qu'aucun jeune de 16 ans ne devrait avoir à apprendre. Papy dit qu'il l'a vendu. Il dit que l'argent est allé à oncle Théo pour le terrain des enfants. Il dit qu'elle était juste là et que la famille en avait plus besoin. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Simon a attendu. Il avait appris cela de moi, l'attente, la façon dont le silence en dit parfois plus que la première phrase que l'on est sur le point de dire. Rentré à la maison, lui ai-je dit. Nous allons régler ça. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec une clé ovale forte devant moi. Simon l'avait retirée de son crochet et l'avait posée sur la table entre nous sans dire pourquoi. Il était assis en face de moi, les mains à plat sur la table, regardant la clé comme on regarde une photographie de quelqu'un qui est toujours en vie mais que l'on a perdu quand même. La clé était chaude de sa main. L'ovale était rayé par 55 ans de boucles de ceinture et de poches et d'être tombé sur du béton et ramassé à nouveau. C'était le genre d'objet qui cesse de signifier ce qu'il est et commence à signifier qu'il a tenu. Il vient de la vendre, dit Simon. Pas une question. Une phrase qu'il essayait de rendre réelle en la disant à voix haute. Oui, sans demander. Oui. Simon a ramassé la clé et l'a tournée entre ses doigts. Papy Antoine m'a dit que cette clé avait démarré toute sa vie. Il a dit que le jour où il a acheté la voiture, c'est le jour où il s'est senti homme. Il a dit qu'il voulait que j'aie ce sentiment. Il a reposé la clé. Je suppose que papy Victor voulait que les enfants d'oncle Théo l'aient à la place. Je ne l'ai pas corrigé. Il n'avait pas tort. 2 jours plus tard, Théo a posté une photo sur la discussion de groupe familial. Le terrain de sport était à moitié construit, encadré de bois traité sous pression avec une dalle de béton en cours de coulage. Il avait légendé, le terrain prend forme. 61K bien dépensé. Les enfants vont devenir fous. Il voulait l'envoyer à son propre groupe d'amis. Il l'a envoyé au fil de discussion familiale à la place. J'ai vu le chiffre 61 000. La voiture s'est vendue 96 000. 35 000 n'étaient pas comptabilisés. Et je savais déjà au fond de moi exactement où ils étaient allés. J'ai appelé mon père dimanche matin. Il a décroché à la première sonnerie, ce qui signifiait qu'il s'attendait à l'appel. « Papa, où est la Mustang ?»« Nous l'avons vendue, » dit Victor. Sa voix était neutre, répétée, la voix d'un homme qui avait répété cette conversation dans sa tête et avait décidé qu'il avait raison avant même que le premier mot ne sorte de sa bouche. Elle était dans mon garage à prendre la poussière pendant 5 mois. Ton garçon passe 2 fois par mois pour essuyer le capot. Les enfants de Théo avaient besoin d'un terrain. L'argent a été utilisé. Tu as vendu une voiture qui ne t'appartenait pas. Elle était dans mon garage. Elle était sous ma garde. J'ai pris une décision pour la famille. Tu as pris une décision pour Théo. Il n'a pas répondu à cela. J'ai entendu Gisèle en arrière-plan dire quelque chose à propos d'être raisonnable. J'ai failli aller chez eux ce soir-là. La clé était sur la table et mes clés de voiture étaient dans ma main et j'étais debout dans l'encadrement de la cuisine à 23h30 avec chaque phrase que je voulais dire alignée dans ma poitrine comme des balles dans un chargeur. Mais ce qui m'a arrêté, c'est le porte-clés ovale Ford qui captait la lumière de la hotte de la cuisinière et le souvenir d'Antoine le plaçant dans la paume de Simon et disant « Prends soin de ce que ça démarre ». Je n'allais pas commencer par la colère. J'allais commencer comme Antoine me l'avait appris, par la paperasse. Le dimanche suivant, je suis allé chez mes parents seuls. Victor était dans le salon dans le fauteuil inclinable où il s'était assis tous les soirs depuis qu'il avait pris sa retraite de son poste de superviseur de chantier 4 ans plus tôt. Gisèle séchait la vaisselle dans la cuisine, visible par le passe-plat. La maison sentait le café et quelque chose de frit et la légère odeur minérale de vieux tapis. Je me suis assis en face de mon père dans la chaise où je m'étais assis à chaque Thanksgiving de ma vie. Celle avec l'accoudoir bas qui me faisait toujours sentir comme un invité. Je veux comprendre ce qui s'est passé, ai-je dit. Victor s'est penché en arrière.
Il a croisé une jambe sur l'autre et m'a regardé comme il m'avait toujours regardé. La façon dont on regarde un enfant qui pose une question à laquelle on a déjà décidé qu'il ne méritait pas une réponse complète. Je t'ai déjà dit ce qui s'est passé. La voiture était dans mon garage. 5 mois. Ton garçon passe toutes les 2 semaines, essuie le capot, prend une photo avec son téléphone et repart. Les enfants de Théo sont dehors tous les jours sur un terrain d'entraînement qui coûte $40 de leur allouer. Ces garçons ont des recruteurs universitaires qui viennent au match. De vrais recruteurs, de vrais futurs. Il a décroisé ses jambes et s'est penché en avant. Cette voiture est restée dans mon garage pendant 6 mois à prendre la poussière. Ton garçon passe 2 fois par mois pour essuyer le capot et prendre des selfies avec. Les enfants de Théo ont des tournois, des équipes de voyage, des recruteurs universitaires qui les observent. Ton fils a une clé d'une vieille carcasse rouillée de 50 ans et un père qui classe les papiers des autres pour vivre. L'argent est allé là où il allait compter. Gisèle a posé le torchon et s'est dirigée vers le passe-plat. Elle a croisé les bras et a hoché la tête. Le hochement de tête d'une personne qui avait accepté cette phrase avant qu'elle ne soit prononcée, qui avait accepté les phrases de Victor pendant 37 ans parce que l'accord était plus facile que la réflexion. René, la voiture était une indulgence, a-t-elle dit. Les enfants de Théo sont des athlètes. Simon a un passe-temps. Il y a une différence, et tu le sais. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'homme qui venait de qualifier l'héritage de mon fils de carcasse rouillée, et ma carrière de paperasse des autres, et j'ai compris quelque chose que j'avais refusé de comprendre pendant 33 ans. Il ne voyait pas Simon. Il ne voyait pas la clé ou la peinture ou les 2 ans de samedi ou le visage d'Antoine quand Simon a démarré le moteur pour la première fois et qu'il a démarré au 3e essai et qu'Antoine a dit « Écoute ça ». Et sa voix s'est brisée au 2e mot. Victor ne voyait rien de tout cela. Il voyait les enfants de Théo sur un terrain avec des lumières et un tableau de bord. Et il voyait mon fils dans un garage avec de la graisse sur les mains. Et il avait décidé il y a des années quelle image importait. Je vous entends, ai-je dit. Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. J'entends ce que vous venez de dire, et je veux que vous sachiez que je me souviendrai de chacun de vos mots. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée avec les 2 mains comme on ferme un document que l'on a l'intention de classer. Lundi matin, j'ai commandé un extrait de titre certifié par le service d'enregistrement autorisé du cabinet après avoir obtenu l'approbation de Lefebvre. Le titre était enregistré au nom de la fiducie familiale Antoine Mercier administrée par James Lefebvre en tant que fiduciaire indépendant, et non au nom de Victor Mercier, ni au mien, ni à Simon, mais à la fiducie. Mon père avait vendu un actif de fiducie. Il avait vendu une propriété appartenant à une entité juridique sur laquelle il n'avait aucune autorité. Il n'avait jamais été le fiduciaire actif. Il avait été le successeur et même cette désignation avait été révoquée 3 ans plus tôt. Il ne savait rien de tout cela parce qu'Antoine avait appris il y a longtemps que dire la vérité à Victor ne faisait que lui apprendre à contourner les choses. Comme j'étais à la fois de la famille et un témoin potentiel, Lefebvre a pris le contrôle total de l'affaire juridique à partir de ce moment-là. J'ai fourni des documents et des informations factuelles, mais je n'ai pas agi en tant que conseiller juridique de la fiducie. Tout ce qui a suivi est passé par le bureau de Lefebvre, pas le mien. Je suis allé chez Antoine ce soir-là. Il était dans le garage, assis dans la chaise pliante, la même chaise où il s'était assis tous les samedis de la restauration. Le compartiment vide était devant lui. Il avait déjà entendu. Simon l'avait appelé cet après-midi et Antoine avait écouté sans l'interrompre, ce qui est la façon dont Antoine traite les informations suffisamment mauvaises pour nécessiter un plan. Ce n'était pas la première fois que Victor prenait quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre dans cette famille. Quand j'avais 12 ans, Antoine m'a offert un couteau suisse pour mon anniversaire. Il était rouge avec un manche en os qu'il avait ajouté lui-même. Victor l'a pris dans ma chambre 2 semaines plus tard et l'a donné à Théo, qui avait 15 ans, parce que Théo partait en camping scout et avait besoin d'un vrai couteau. Quand je l'ai redemandé, Victor m'a dit d'arrêter d'être égoïste. Antoine m'a interrogé à ce sujet le Noël suivant, et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il n'a pas dit un mot. Il a acheté un autre couteau à Théo la semaine suivante et a discrètement demandé à récupérer le couteau suisse. Théo l'avait perdu à ce moment-là. Antoine n'en a jamais parlé à Victor, mais je pense que c'est l'année où Antoine a commencé à surveiller mon père plus attentivement.
La façon dont on surveille une personne que l'on aime quand on réalise qu'elle a une tâche aveugle qui a exactement la forme de la justice. J'ai dit à Antoine ce que j'avais trouvé au travail. Le titre, la fiducie, l'acte de vente que j'avais obtenu de l'acheteur, un homme nommé Vincent, qui avait été coopératif et troublé quand je lui avais expliqué la situation. Vincent était un entrepreneur retraité qui collectionnait les muscle cars d'après-guerre. Il avait acheté la Mustang de bonne foi à partir d'une annonce qui correspondait à tout ce à quoi une vente légitime devrait ressembler parce que Gisèle l'avait faite paraître légitime. Elle avait falsifié la signature de Lefebvre en tant que fiduciaire sur l'attribution du titre et utilisé mon adresse personnelle comme contact du vendeur. Le dossier du service des véhicules automobiles montrait une signature de fiduciaire falsifiée, pas seulement un faux acte de vente. Antoine a tenu l'attribution du titre et l'a lu 2 fois. Ses mains étaient stables. Sa mâchoire ne l'était pas. Elle a falsifié le nom de Lefebvre, a-t-il dit doucement. Elle a fait croire que la fiducie avait autorisé la vente. Oui. Et Victor a donné l'argent à Théo. 96 000 $. Mais le terrain de sport a coûté 61 000 $. Théo a mis 35 000 $ dans ses propres économies. Victor et Gisèle ne connaissent pas la différence. J'ai marqué une pause et j'ai trouvé autre chose. Lefebvre a récupéré les relevés téléphoniques de Victor dans le cadre de l'enquête de la fiducie. Il y a un message de Théo à Victor 3 jours avant la vente. Il dit, « René a-t-il déjà signé les papiers de la voiture ?» Victor a répondu, « Il n'a pas besoin de savoir. » Théo savait que la vente était non autorisée. Il ne s'en souciait juste pas. Antoine a posé le papier sur l'établi. Il a pressé ses paumes à plat sur la surface et a regardé le compartiment vide où la voiture avait été. J'ai acheté cette voiture en 1971, a-t-il dit. Je l'ai ramenée sous la pluie. J'ai fait 73 000 miles avec avant que le moteur ne cale, puis je l'ai garée et j'ai attendu quelqu'un qui l'aimait assez pour la ramener. Simon était cette personne et mon propre fils l'a vendue à son insu. J'ai failli dire à Antoine que nous pouvions gérer cela discrètement. Déposer la demande civile, récupérer l'argent, passer à autre chose sans drame. Mais ce qui m'a arrêté, c'est l'acte de fiducie qui était dans ma mallette, celui que j'avais rédigé moi-même, celui qui nommait Simon comme seul bénéficiaire de ce véhicule, et la clause de recouvrement que j'avais écrite dans l'amendement à la demande d'Antoine. Exigeant une action immédiate contre quiconque transférerait ou disposerait d'actifs de fiducie sans l'autorisation écrite du fiduciaire indépendant. Antoine n'avait pas écrit cette clause pour punir qui que ce soit. Il l'avait écrite parce qu'il espérait que personne ne la déclencherait jamais. Victor l'avait déclenchée en 6 semaines. Antoine m'a regardé. Invite-les à dîner dimanche. Tous. Victor, Gisèle, Théo, Hélène. Dis-leur que je veux un repas de famille. Tu es sûr? Je suis sûr depuis 3 ans. J'espérais juste ne pas avoir à l'être. J'ai passé la semaine suivante à rassembler des documents et à les livrer au bureau de Lefebvre, étape par étape. L'extrait de titre du service des véhicules automobiles, l'acte de fiducie, la copie certifiée de l'attribution de titres falsifiés de Vincent. Lefebvre a tout examiné et a pris le contrôle total. Il a affiché la signature de fiduciaire falsifiée sur son écran et l'a regardé longtemps. C'est une conversion criminelle et une falsification d'instruments de fiducie. Il a dit, je m'occuperai du recouvrement civil et du signalement pénal. Vous restez du côté de la famille. Je lui ai demandé de retenir le signalement pénal jusqu'après le dîner d'Antoine. Il a accepté. J'ai contacté Vincent directement. Il gardait la voiture dans son garage climatisé. Quand je lui ai expliqué l'attribution de titres falsifiés, il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, j'ai acheté cette voiture de bonne foi. Si le titre a été falsifié, je ne veux pas en faire partie. Vincent a signé un accord de remise volontaire avec Lefebvre, restituant immédiatement la Mustang à la fiducie. Sa perte de 96 000 $ a été incluse dans la demande de restitution civile de la fiducie contre Victor et Gisèle, afin qu'un acheteur innocent ne soit pas lésé par leur fraude. Hélène m'a appelé jeudi soir. La femme de Théo, elle parlait doucement, comme les gens parlent quand ils sont dans une pièce où les murs ont commencé à se sentir écoutés. J'ai trouvé quelque chose dans notre compte d'épargne, a-t-elle dit. Théo a déposé 35 000 $ le 15 avril. Il m'a dit que c'était un bonus de la ligue d'entraînement, mais il ne reçoit pas de bonus. La ligue lui verse une allocation de 600 $ par mois.
Le terrain a coûté 61 000 $. René, d'où venaient les 35 000 autres? Je lui ai dit. Le silence qui a suivi était le genre de silence qui contient le poids d'un mariage. Je serai au dîner dimanche, a-t-elle dit. Le dimanche suivant, la salle à manger d'Antoine était dressée pour 8 personnes. Antoine avait sorti les bonnes assiettes, celles avec le rebord bleu que sa femme avait choisi avant de mourir, celles qu'il n'utilisait que pour Thanksgiving et Noël. La table était dressée avec des serviettes en tissu. Un rôti de bœuf était au centre, la même recette qu'Antoine préparait tous les dimanches depuis avant ma naissance, celle qu'il avait apprise de sa femme et qu'il n'avait jamais changée, car la changer aurait été comme éditer une lettre de quelqu'un qui était parti. Antoine était assis à la tête, moi à sa droite, Simon à côté de moi, portant une chemise à col que je ne lui avais pas demandé de porter. Il l'avait mise lui-même. Victor et Gisèle sont arrivés à 10h06. Victor est entré comme Victor entre dans toutes les pièces, comme s'il s'attendait à être assis le premier. Gisèle portait une bouteille de vin que personne ne lui avait demandé d'apporter. Théo est arrivé 5 minutes plus tard, seul. Hélène est arrivée séparément, la mâchoire serrée et son sac à main sur une épaule comme une femme se rendant à un rendez-vous qu'elle avait déjà décidé de ne pas annuler. Au bout de la table, le voisin d'Antoine, Florent, un juge de comté à la retraite qui était l'ami d'Antoine depuis 30 ans. Antoine lui avait demandé d'assister en tant que témoin à une affaire de famille. Florent avait mis un blazer. Il n'avait rien apporté. Il n'avait besoin de rien. Sa présence était la déclaration. Le repas fut silencieux. Victor mangeait en silence, mâchant avec la lenteur délibérée de quelqu'un qui soupçonne que la conversation après le repas ne sera pas agréable. Gisèle faisait la causette sur la météo et une promotion au centre de jardinage. Théo parlait du camp de basket de son fils aîné, d'un recruteur qui avait demandé des vidéos de match, de la nouvelle surface du terrain, et à quel point le ballon rebondissait mieux. Hélène ne regardait pas Théo. Simon a aidé Antoine à porter les plats de service. Il a rempli les verres d'eau sans qu'on le lui demande. Quand les assiettes furent débarrassées, Antoine se leva. Il avait 83 ans, et il se leva comme se lèvent les hommes de 83 ans quand ils ont quelque chose à dire qu'ils portent depuis plus longtemps que la plupart des gens n'ont vécu. Lentement, d'une main sur la table pour l'équilibre, et entièrement, la pièce le remarqua. Victor cessa de mâcher. Les mains de Gisèle se figèrent sur la table. Théo leva les yeux de son téléphone pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « J'ai besoin de dire quelque chose à cette famille, » dit Antoine. Victor posa sa serviette. Les mains de Gisèle se figèrent sur la table. En 1971, je suis allé chez Ford Henderson et j'ai acheté une Mustang Mach 1 pour 3 400 $. Je l'ai ramenée sous la pluie. J'ai parcouru 73 000 miles avec. Je l'ai garée quand le moteur a lâché et j'ai attendu. Il y a 2 ans, j'ai donné cette voiture à mon arrière-petit-fils, Simon, parce qu'il était la première personne de cette famille qui l'a regardée et a vu ce que je voyais. Pas une voiture, mais une chose qui valait la peine d'être entretenue. Il marqua une pause. Il regarda Victor. Il y a 6 semaines, tu as vendu cette voiture. Tu l'as vendue pour 96 000 $ et tu as donné l'argent à Théo pour construire un terrain de basket. Tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'as pas dit. Tu n'as pas dit à René. Tu n'as pas dit à Simon. Victor ouvrit la bouche. Antoine leva une main. Pas vite, pas avec colère, juste comme un homme lève la main quand il n'a pas fini. La Mustang était titrée à ma fiducie. Elle est propriété de la fiducie depuis 3 ans. Simon est le bénéficiaire nommé. Tu n'étais pas le fiduciaire. Tu as été destitué de tes fonctions de fiduciaire il y a 3 ans parce que j'ai découvert que tu avais pris 4 000 $ des économies d'études de Théo pour couvrir une dette de jeu dont tu pensais que je ne savais rien. Le visage de Victor changea. La couleur ne s'écoula pas lentement. Elle partit d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise sous la peau. Sa bouche resta ouverte, mais rien n'en sortit. Les mains de Gisèle agrippèrent le bord de la table et ses yeux allèrent d'Antoine à moi puis de nouveau à Antoine. Calculant, recalculant, arrivant à un chiffre qui ne fonctionnait pas. Vous avez vendu des biens de fiducie sans autorisation, continua Antoine. Gisèle a falsifié la signature du fiduciaire sur l'acte de cession de propriété et a déposé une fausse déclaration sous serment au service des véhicules automobiles. Le fiduciaire indépendant a tout examiné.
Son évaluation est que cela constitue un détournement criminel d'actifs de fiducie et une falsification d'un instrument de fiducie. Le mot « falsification » frappa la table comme un verre tombé. Gisèle retira ses mains sur ses genoux. Théo se tortilla sur sa chaise. Hélène regardait Théo. Comme une personne regarde quelqu'un sur qui elle a déjà pris une décision. J'ai fouillé dans le dossier à côté de ma chaise et j'ai posé 3 documents sur la table, l'extrait de titre du service des véhicules automobiles montrant la propriété de la fiducie. L'acte de cession de propriété falsifié avec le nom de Lefebvre écrit par Gisèle et l'acte de fiducie avec la clause de recouvrement exigeant une action immédiate contre toute disposition non autorisée des actifs de la fiducie. Florent, le juge à la retraite au bout de la table, se pencha légèrement pour lire l'acte de fiducie. Il ne le ramassa pas. Il n'en avait pas besoin. Il lut la clause pertinente depuis sa place, puis se pencha en arrière et croisa les mains et regarda Victor avec l'expression d'un homme qui a vu ce moment exact dans des dépositions 100 fois et ne l'a jamais vu se terminer bien pour la personne de l'autre côté. Vous avez appelé la voiture de mon fils une carcasse rouillée. J'ai dit que vous aviez dit que l'argent allait là où il allait compter. Alors laissez-moi vous dire où il est réellement allé. J'ai regardé Théo. Le terrain a coûté 61 000 $. Vous avez déposé 35 000 $ sur votre compte d'épargne personnelle le 15 avril et avez dit à Hélène que c'était un bonus de la Ligue. La mâchoire d'Hélène se serra. Les mains de Théo allèrent sous la table. Vous avez volé une voiture à un garçon de 16 ans. J'ai dit que vous aviez falsifié un acte de vente pour faire croire que je l'avais vendu. Vous avez donné l'argent à votre fils aîné qui a détourné 35 000 $ et a menti à sa propre femme sur l'origine de cet argent. Vous avez fait tout cela pendant que je payais les travaux de restauration de Simon sur mon propre salaire, 63 $ par semaine en argent pour les pièces que je mettais dans une enveloppe tous les vendredis parce que mon fils construisait quelque chose avec son arrière-grand-père et que je n'allais pas laisser l'argent être la raison pour laquelle cela s'arrêterait. J'ai regardé Victor. Vous avez dit que je classais les papiers des autres. Vous avez raison. Je le fais. Et la paperasse que j'ai préparée il y a 3 ans est la raison pour laquelle vous n'avez jamais été le fiduciaire. La paperasse que Lefebvre a déposée cette semaine est une demande de restitution civile de 96 000 $ en actifs de fiducie convertis, plus les honoraires d'avocat. Et le tribunal a émis une ordonnance de préservation temporaire des biens vous empêchant de transférer des actifs importants tant que la demande de conversion est en suspens. Victor a essayé. C'est la famille. On n'implique pas les tribunaux dans la famille. Vous avez impliqué une signature de fiduciaire falsifiée, un faux dépôt au service des véhicules automobiles et 96 000 $ de propriété d'autrui. Cela a cessé d'être la famille au moment où Gisèle a pris le stylo. Les yeux de Gisèle étaient humides. Elle regarda Antoine. « Papa, s'il te plaît. Nous ne savions pas que c'était dans la fiducie. Nous pensions que c'était juste la vieille voiture. » Antoine la regarda longtemps. « Tu as conduit René au garage quand il avait 10 ans pour qu'il puisse me regarder changer l'huile. Tu étais assise sur le siège passager pendant que je lui racontais toutes les histoires sur cette voiture. Tu savais ce que ça signifiait. Tu as juste décidé que ça n'avait pas d'importance. » Théo essaya ensuite. « Je vais rendre l'argent. Les 35 000. Je vais faire un chèque ce soir. La fiducie ne demande pas 35 000. J'ai dit que la fiducie demandait 96 000 $ en restitution plus les honoraires d'avocat de Lefebvre. Le tribunal a déjà émis une ordonnance de préservation des biens. Vous ne pouvez pas vendre votre maison, votre camion ou quoi que ce soit d'autre tant que cela n'est pas résolu, et le fiduciaire prépare un renvoi pénal pour conversion et falsification. » Les mains de Victor étaient à plat sur la table. Sa respiration était devenue superficielle. Une veine sur sa tempe gauche pulsait visiblement. Il regarda Florent, le juge à la retraite, qui était assis au bout de la table, les mains croisées, observant tout avec l'expression d'un homme qui a passé 40 ans dans les tribunaux et a vu cette scène exacte se dérouler 100 fois dans des dépositions. Florent ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était la déclaration. Vous avez traité mon garçon de mécanicien avec une clé pour une carcasse rouillée. J'ai dit, vous avez dit que les enfants de Théo avaient un avenir et que le mien avait un passe-temps. Laissez-moi vous parler du passe-temps de mon fils. Simon a reconstruit un carburateur à 4 corps à 15 ans. Il a retapissé une banquette en utilisant un tutoriel YouTube et une machine à coudre qu'il a emprunté à Colette, la voisine.
Il a poncé du mastic de carrosserie pendant 3 week-ends d'affilée jusqu'à ce que les panneaux de custode soient suffisamment lisses pour tenir la peinture. Et il a fait tout cela assis à côté d'un homme qui lui a appris que les choses qui valent la peine d'être gardées sont celles dont on prend soin avec ses mains. J'ai regardé mon père. Simon a gardé cette clé parce que grand-père lui a dit qu'elle démarrait tout ce qui valait la peine d'être gardé. Vous avez vendu la seule chose à laquelle elle correspondait. Le silence s'installa dans la pièce. L'horloge sur la cheminée tic-tac. Antoine s'assit lentement. Simon, qui n'avait pas parlé pendant tout le dîner, fouilla dans sa poche et posa le porte-clés Oval Ford sur la table devant Antoine. Antoine le regarda. Il le ramassa. Il referma ses doigts autour et le tint contre sa poitrine. C'est le dernier repas, ai-je dit. Le dernier dimanche. La dernière fois que je m'assois à cette table avec des gens qui voleraient un enfant et appelleraient cela une décision de famille. Si vous voulez me parler, vous pouvez parler au fiduciaire. Victor m'a appelé le lendemain soir. Sa voix était différente. Non pas répétée cette fois. Dénudée. Je t'ai élevé, René. J'ai payé tes déjeuners. Je t'ai conduit à tous les matchs de baseball. Tu vas laisser ton grand-père prendre tout de tes propres parents pour une voiture. J'ai failli ressentir quelque chose. Presque. Mais ce qui m'a arrêté, c'est le porte-clés Oval Ford posé sur ma table de cuisine et l'image de Simon debout dans un garage vide, regardant un rectangle de béton propre où la seule chose que son arrière-grand-père lui ait jamais donnée se trouvait auparavant. Vous m'avez élevé, papa, ai-je dit. Et la première chose que vous m'avez apprise, c'est que certaines personnes prendront ce qui ne leur appartient pas et appelleront cela une famille. J'ai raccroché. Les conséquences sont arrivées en séquence, chaque pièce plus lourde que la précédente. Un mardi, 3 semaines après le dîner, la demande de restitution civile est arrivée chez Victor et Gisèle par courrier recommandé. La fiducie réclamait 96 000 $ plus les honoraires d'avocat de Lefebvre, qui avaient déjà atteint 4 200 $ et continuaient d'augmenter. Victor n'avait pas 96 000 $. Il avait donné chaque centime à Théo. Théo avait dépensé 61 000 $ en béton et en lumière LED qui ne pouvaient pas être désinstallés, et les 35 000 $ restants étaient désormais gelés. Hélène avait donné à la banque et aux fiduciaires des copies du relevé de dépôt, et Lefebvre avait obtenu une ordonnance de préservation temporaire, empêchant quiconque de déplacer les fonds tant que le traçage des produits volés était en attente. Victor était assis à la table de la cuisine avec une calculatrice et un bloc-notes jaune, et écrivait des chiffres qui ne s'additionnaient pas. Il a appelé Théo. Théo n'a pas répondu. Il a réessayé. Messagerie vocale. Il a appelé une 3e fois. Théo a décroché, a écouté pendant 12 secondes et a dit « Je ne paierai pas tes frais d'avocat, papa. Parle à ton avocat. » La ligne est devenue morte. La semaine suivante, le tribunal a émis une ordonnance de préservation des biens plus large couvrant les comptes joints de Victor et Gisèle, les empêchant de vendre ou de transférer des actifs importants tant que la demande de conversion était en suspens. Gisèle a lu l'ordonnance sur le comptoir de la cuisine. Elle l'a posée à côté de la demande de restitution et est allée dans la chambre et a fermé la porte. 6 semaines après le dîner, une lettre recommandée est arrivée du bureau du procureur de comté. Lefebvre avait soumis un signalement pénal le matin après la confrontation et l'enquête avait terminé son examen initial. La lettre demandait à Victor et Gisèle de comparaître pour des entretiens volontaires concernant la vente non autorisée de biens de fiducie et l'utilisation d'un instrument falsifié dans un transfert de titre. Victor tenait la lettre des 2 mains. Gisèle n'est pas sortie de la chambre pour la lire. Le rassemblement annuel du 4 juillet d'Antoine était une tradition depuis 22 ans. Hot dog sur le grill, jeu de fer à cheval dans le jardin, salade de pommes de terre d'Antoine qu'il faisait à partir d'une recette qu'il refusait de partager avec quiconque sauf Simon, qu'il avait mérité en mémorisant le temps d'ébullition des œufs sans qu'on le lui dise. Victor et Gisèle avaient assisté chaque année depuis le début de la tradition. Victor apportait les mêmes chaises pliantes. Gisèle apportait la même salade de choux. Leur nom faisait partie de l'événement comme les meubles font partie d'une maison. Cette année, Antoine a appelé Victor le 28 juin et lui a dit que le rassemblement était plus petit cette année, juste quelques personnes. Il n'était pas plus petit. René et Simon étaient là. Hélène a amené les 3 enfants de Théo sans Théo parce qu'Hélène avait cessé d'expliquer l'absence de Théo et avait commencé à simplement se présenter là où elle était la bienvenue. Florent est venu. 2 voisins du quartier d'Antoine sont venus.
Le barbier d'Antoine, un homme nommé Quentin, qui coupait les cheveux d'Antoine depuis 18 ans, est venu avec sa femme. 18 personnes dans le jardin d'Antoine, mangeant des hot-dogs et lançant des fers à cheval sous une guirlande lumineuse que Simon avait suspendue du garage au poteau de clôture pendant que Victor était assis dans sa propre cuisine à 10 km et regardait l'horloge. Il est passé devant la maison d'Antoine à 16 heures. Gisèle lui avait dit de ne pas le faire. Il a conduit quand même. Il a ralenti au bout du pâté de maison et a regardé à travers le pare-brise l'allée pleine de voitures, les tables pliantes sur la pelouse, la fumée s'élevant du grill, le son des gens qui riaient. Il a vu Simon lancer un fer à cheval et il a vu Antoine assis dans une chaise de jardin applaudir quand il a touché le piquet. Victor a appuyé sur l'accélérateur et a continué à conduire. Il n'est pas revenu. Fin juillet, le fils aîné de Théo, qui avait 13 ans, est rentré d'un week-end chez Antoine et s'est assis au bord du terrain de sport qui avait été construit avec l'argent d'une voiture volée. Il a regardé le panier de basket avec l'anneau en plomb et la surface de béton fraîche et le mur de soutènement qui longeait la ligne de propriété. Sa mère était debout à la fenêtre de la cuisine. « Maman, dit-il. On peut rendre le terrain pour que Simon récupère sa voiture ?» Hélène a mis sa main sur sa bouche. Elle n'a pas répondu. Elle s'est détournée de la fenêtre et est restée dans la cuisine longtemps. Le dernier dimanche de juillet, je suis allé chez Antoine avec 2 tasses de café de l'endroit sur la route 4 qu'il est fait comme Antoine aime, assez fort pour que la cuillère tienne presque debout. Simon était déjà là. Il était venu à vélo à 7 heures du matin et était assis sur l'établi dans le garage, ses jambes se balançant comme elles s'étaient balancées tous les samedis de la restauration. Il lisait une annonce sur son téléphone pour un projet de Camaro RS de 1969 en état Barnfind, à 2 heures au nord, prix demandé $8 000. Antoine était dans sa chaise pliante. Il avait installé un nouveau crochet sur le panneau perforé au-dessus de l'établi. Un simple crochet en acier vissé dans le bois pressé entre l'organisateur de douille et le cordon de la lampe de travail. Sur le crochet était accroché le porte-clés ovale Ford avec la clé de contact originale de 1971. À côté, dans un simple cadre noir de la taille d'un livre de poche, se trouvait le reçu de livraison original du concessionnaire Henderson Ford daté du 14 octobre 1971. Antoine l'avait gardé dans son coffre-fort pendant 55 ans. Il l'avait fait encadrer la semaine après le dîner. Le compartiment vide était toujours vide. La tache d'huile sur le béton était toujours en forme de voiture, mais la voiture revenait. Vincent avait signé l'accord de restitution. Le service des véhicules automobiles avait mis un blocage pour fraude sur le duplicata de titre et réémettait le titre de fiducie certifié. La Mustang serait transportée de nouveau dans ce garage dans le mois et Lefebvre avait déjà déposé les documents pour restaurer l'immatriculation d'origine. Ce n'était pas de l'espoir. C'était des documents. Et les documents ne mentent pas lorsqu'ils sont correctement déposés. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, le café à la main. Antoine regarda Simon et Simon leva les yeux de l'annonce de la Camaro et le garage sentait le vieux béton et l'huile moteur et le fantôme de la peinture bleue métallisée moyen. Celui-là a un 6 cylindres en ligne, dit Antoine, en hochant la tête vers le téléphone. Tu voudras le V8. Simon sourit. Je sais, papy, mais celui-là est moins cher. Moins cher n'est pas la même chose que mieux. Tu dis toujours ça parce que c'est toujours vrai. Je m'adossai au cadre de la porte et les regardai. La clé était sur le crochet. Le reçu était sur le mur. La chaise était à sa place. 3 choses à leur place, tenant la forme de quelque chose que le reste de la famille avait essayé de prendre et n'avait pas pu. Quelque part à 10 km, une table de cuisine contenait une demande de restitution et une ordonnance de préservation des biens et une lettre d'entretien du procureur et un bloc-notes jaune plein de chiffres qui ne s'additionnaient pas. Un garage avait un rectangle de béton propre et rien d'autre. Un téléphone était posé face visible sans nouveau message d'un groupe de poker qui avait cessé d'appeler 3 semaines plus tôt. Mais ici, dans ce garage, un dimanche matin de juillet, un garçon et son arrière-grand-père se disputaient à propos de moteurs comme ils se disputaient à propos de moteurs depuis 2 ans. Comme j'espérais qu'ils continueraient à se disputer à propos de moteurs pendant toutes les années qu'ils leur restaient ensemble. Et la clé sur le crochet n'était pas seulement une clé de voiture. C'était une clé de chaque samedi matin où Victor n'avait jamais participé. Chaque boulon qu'Antoine avait indiqué. Chaque histoire qui avait commencé en 1971 et s'était terminée avec les mains de Simon apprenant ce qui comptait. La clé pointait en avant comme elle l'avait toujours fait, vers tout ce qui valait encore la peine d'être démarré.